Bonjour, toujours en montagne dans le Cap-Cyr pour le deuxième round de la guerre des cousins Bouscaï, celle que se livrent les deux Gilles Bouscaï. Alors, donc il y en a un qui habite Formiguère, c'est le Gilles de la Graciette, et l'autre, le Gilotte d'Almalpaz, qui habite les Angles, qui ne sait pas à l'époque d'ailleurs la station de ski que nous connaissons aujourd'hui, hein, c'est un tout petit village. J'en profite pour vous présenter les deux Gégans des Angles, sachant que la tradition des géants, on la partage avec le nord de la France. Enfin, les nôtres sont un peu plus petits, il y a une seule personne qui est dessous et qui les fait danser dans les cortèges. Donc, je vous présente Aude, parce que l'Aude prend sa source juste à côté des Angles, et Yarette, qui est une montagne qui domine les Angles. Voilà, ce sont les deux Gégans tutélaires des Angles. Les Angles où, je vous l'avoue, quand je suis montée présenter mon livre, donc, j'étais un petit peu inquiète parce que j'avais peur d'avoir eu la main un peu lourde avec le caractère bien trempé, c'est le moins qu'on puisse dire, des Capcinois. Hein. Et il se trouve qu'à un moment donné, je discutais avec un vieux monsieur qui était venu me raconter justement son enfance, qui avait lieu à peu près à la période où ça se passe, hein, à l'entre-deux-guerres. Et au bout presque une demi-heure, on va dire, de discussion passionnante, tout d'un coup il s'est arrêté puis il m'a dit « Ah, je vous laisse parce que je vois ma soeur arriver et ça fait 20 ans que je ne lui ai pas adressé la parole. » Et il est parti. Comme quoi, je n'avais pas exagéré du tout. Et d'ailleurs, les Capcinois s'y sont bien reconnus. Allez, on va rejoindre le Gilotte d'Almalpaz en route pour la forêt de la Matte. La cognée sur l'épaule, il marchait d'un bon pas sur le chemin qui dégringolait à travers les prés et les champs de céréales vers la forêt de la Matte. Les jarres étendues, enserrées dans les bancs de molletières, il avançait d'un pas martial et balancé qui ne lui était guère coutumier. Mais aujourd'hui, il était de bonne humeur. Enfin, plus exactement, il était depuis quelques minutes, depuis qu'il avait croisé le facteur près de Calribayat à la sortie du village. Pourtant, il l'avait salué distraitement. Hein. Sa meilleure laitière, une brune des Alpes, achetée à la foire de Kérigut, sur laquelle il fondait beaucoup d'espoir, produisait moins ces derniers temps, et il était préoccupé. La malchance le poursuivait, décidément. Il avait beau faire, beau les soigner, choisir la meilleure herbe, ses bêtes n'étaient jamais aussi belles et en bonne santé que celles des autres, et surtout celles de son cousin. L'année précédente, ses vaches avaient même eu la fièvre afteuse. Il avait dû désinfecter leur bouche au vinaigre et au sel, et leurs pattes au grésil. À peine guérie, l'une d'entre elles s'était échappée pour s'offrir une ventrée du trèfle que le Zidore avait fait pousser pour régénérer une parcelle. Elle avait gonflé comme c'était à peine croyable. Il avait été obligé de sacrifier un paquet entier de tabac gris, au prix où il était, pour le lui faire avaler, et il avait passé la nuit à la faire marcher pour l'empêcher de se coucher. Il était donc en train de maudire le sort qui s'acharnait sur lui, quand Désiré l'avait ailé d'un ton fort peu amène. « Alors le Gilotte, tu es content ? Je te remercie pas, hein. Je me suis fait copieusement engueuler par ton cousin. » Bouscaï s'était arrêté, perplexe. De quoi voulait donc parler le facteur? Il n'eut pas à s'interroger davantage, Désiré était lancé. « Mais qu'est-ce qui t'a pris de garder cette lettre? Tu sais que le vol de courrier est passible des tribunaux, hein ?»« Ah, voilà, on y était. Ah, ça avait pris du temps, hein. Mais le résultat apparemment valait la peine. » Il avait dissimulé de son mieux la jubilation qui relevait les commissures de ses lèvres minces, et, haussant les épaules, il avait rétorqué « Si une lettre a disparu, ce n'est pas forcément qu'elle a été volée. Elle a pu être égarée. Tant qu'on ne l'a pas retrouvée, on ne peut pas savoir. » Et pour ça, il était bien tranquille. L'enveloppe et la feuille de papier qui étaient dedans avaient flambé joliment dans la cheminée. « Attention, facteur, il est dangereux d'accuser sans preuve. Hein. J'ai une réputation sans tache, et je veux la garder. » Il s'amusait beaucoup. Il en avait même oublié le lait de sa brune des Alpes. Mais Désiré n'était pas homme à s'en laisser compter. « Ta réputation est celle d'un emmerdeur, le Gilotte. Et ce n'est pas le premier tour que tu joues aux Graciettes, qui te le rend bien d'ailleurs. » La visière frémissante de sa casquette de préposé des postes trahissait son exaspération. Bouscaï ne l'avait jamais vu aussi remonter. « Ah, tu sais ce que c'est, Désiré, les histoires de famille. Mais qu'est-il arrivé à mon estimé cousin ?» L'ironie mordante avec laquelle il avait prononcé les deux derniers mots avait fait bondir le facteur. « Comme si tu ne le savais pas !»
Une commande de bois a mystérieusement disparu et son client mécontent lui a fait savoir ce matin par courrier que désormais il se passerait de ses services. Ah, j'ai cru que le Gilles de la Graciette allait avoir une attaque. Là, Bouscaille avait vraiment dû prendre sur lui pour ne pas laisser éclater sa satisfaction. Le résultat dépassait de loin ses espérances. Pauvre Jules, avait-il fait mine de s'apitoyer. Il est tombé malade. Désiré eut un soupir las. Décidément, dans cette famille, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Tu aimerais bien, hein, mais tu devras attendre encore. Il est comme toi. Son fiel le conserve. Et sur cette flèche du part, le facteur avait repris son chemin et sa tournée, laissant derrière lui un malpasse réjoui. Rien ne pouvait le mettre plus en joie que de nuire à celui qui portait comme lui le nom de leur mythique grand-père, le grand Gilles, dont l'art d'arrondir ses possessions était devenu proverbial. Madré, rusé, toujours à l'affût de ce qui pouvait servir son intérêt, il n'avait pas son pareil pour manipuler à son profit les esprits faibles, ceux qui avaient la tête près du bonnet ou un secret gênant à dissimuler. On avait beau se méfier, il parvenait toujours à ses fins. Même s'il s'en était toujours défendu, on disait de lui qu'il avait ainsi accumulé un joli magot et on le craignait, à défaut de le respecter, si bien que même ceux qui lui gardaient rancœur se découvraient lorsqu'ils croisaient sa haute silhouette à peine voûtée malgré les ans sous son éternel chapeau de feutre noir. La personnalité écrasante du grand Gilles n'avait guère permis à ses deux fils d'exister à côté de lui, d'autant qu'ils avaient enterré leur mère, la seule peut-être qui aurait pu tempérer ce huis clos étouffant, beaucoup trop jeune. Le docteur avait parlé d'une mauvaise bronchite, parce qu'il fallait bien trouver une cause à ce décès précoce, mais tous l'avaient vu s'étioler au fil des années, comme une fleur privée de soleil par un arbre immense à la couronne trop feuillue, impénétrable. Avant que la mort ne parvint enfin à l'abattre à son tour, le patriarche avait laissé un testament où il partageait ses biens entre ses deux rejetons, Aristide et Prosper. Bon, on aurait pu s'étonner qu'aucun des deux fils ne portât le prénom de son père, comme cela se faisait dans la plupart des familles. Mais il faut croire que le vieux, confit dans son orgueil, estimait que lui seul en était digne. Il avait fait la répartition à sa manière, bien sûr. Il avait privilégié honteusement l'aîné, sans que l'on sût si c'était pour respecter l'usage ou parce qu'il se reconnaissait davantage en lui. Quoi qu'il en fût, personne n'avait contesté ses dispositions, pas même le cadet spolié. Prosper s'était contenté de la vieille maison des Angles, modeste berceau de la famille abandonnée par le grand Gilles pour la ferme cossue de Formiguère, d'un ancien moulin à foulon tombant en ruine aux Iglesiettes, de quelques prairies et des vaches qui paissaient dessus. Il avait lui-même transmis cet héritage à son fils unique, qu'il avait, par rancunier apparemment, prénommé comme son père. L'aîné, Aristide, qui avait lui d'excellentes raisons d'être reconnaissant, avait fait de même avec le sien. Leur devoir filial accompli, ou leur revanche prise, allez savoir avec ces deux-là qui parlaient si peu, les deux frères avaient vécu chacun de leur côté, comme s'ils avaient été fils uniques. Ils n'avaient jamais été proches, mais une fois libérés de l'ombre encombrante du patriarche, ils n'avaient même plus eu l'impression de faire partie de la même famille. D'ailleurs, avait-elle jamais existé, cette famille? Le grand Gilles avait voulu une lignée, pas un clan solidaire. Certains murmuraient que c'était là la punition du ciel pour tous les mensonges et les malhonnêtetés qu'il avait accumulés sa vie durant. Les deux Bouscaille, Aristide à Formiguère et Prosper aux Angles, avaient donc vécu comme deux étrangers, simples homonymes que le hasard avait placés à quelques kilomètres de distance, dans la plus parfaite indifférence, sans affection, mais sans haine. Celle-ci avait surgi avec la génération suivante, lorsque les deux Gilles, prénommés ainsi en l'honneur de leur puissant grand-père, avaient atteint l'âge adulte. Un grincement lui fit lever la tête. Au-dessus du vert tendre des champs où les jeunes pousses sortaient à peine de la terre noire, le tronc ébranché d'un pin glissait le long du câble descendant de la balmette petite jusqu'à la scierie Baquier. Un autre suivait quelques mètres plus loin, et le long du versant, c'était toute une guirlande de grumes qui se précipitait à la rencontre de la morsure métallique de la scie. Le poids du bois entraînait le câble vers le bas et lui permettait de remonter à vide jusqu'à la clairière où les bûcherons poursuivaient le débardage. Le Cap-Cyr vivait de l'élevage et de ses forêts. Celle de la Matte, qui s'étirait dans la partie basse entre les Angles et Formiguère, fournissait depuis des siècles des mâts bien droits,
solides et élancés à la Royale, la marine française. Les sapinières, qui habillaient les versants du Roc d'Aude, du Yared, du Pam ou de la Serra del Mauri, alimentaient les scieries pour fabriquer les poutres, madriers et planches dont les chantiers d'ici ou d'ailleurs avaient besoin. Ainsi, au fin fond du Cap-Cyr, juste à la frontière avec l'Ariège et l'Aude, une armée d'ouvriers était à l'œuvre à Puy-Valador pour édifier un barrage afin de produire de l'électricité. Non mais avait-on idée, hein? L'ingénieur parlait d'amener cette électricité jusque dans les villages et même à Axat pour éclairer les maisons et les rues. Et pourquoi faire, grand Dieu? La nuit, les gens honnêtes dormaient, les rues étaient désertes. Quoi qu'il en soit, la construction de cette énorme muraille, qui devait contenir des tonnes et des tonnes d'eau, nécessitait des pierres et du bois à profusion, et les scieries marchaient à plein régime. Les affaires du Gilles de la Graciette devaient être florissantes. Lui avoir fait perdre son client de Prades était une maigre revanche. Bouscaille changea sa hache d'épaule. Un rien hargneux malgré sa bonne humeur. Toute cette activité effervescente et ce progrès, enfin du moins présenté comme tel, envahissant, ne le concernait pas. D'ailleurs, il concernait peu l'ensemble des Anglois. Le maire lui-même était le premier à faire de la résistance. Un ingénieur venu l'amadouer en lui proposant d'offrir le courant pour faire fonctionner une ampoule par foyer, il avait répondu avec hauteur « Tant qu'il y aura du bois gras à la forêt de la Matte, nous n'aurons pas besoin de votre électricité. » D'autant qu'on commençait à la fournir gratuitement, mais quand les gens y seraient bien habitués, gageons qu'on saurait alors leur faire payer. C'était justement du bois gras que Bouscaille allait couper ce matin-là. D'ordinaire, cette tâche incombait au vieux du village, mais il avait repéré une souche dont les racines s'agrippaient aux fissures d'un rocher. Pas facile à récupérer pour des bras affaiblis et des reins douloureux. Lui, en revanche, se sentait d'attaque pour extirper ses tentacules de leur piège de pierre. Ensuite, il débiterait la souche gorgée de résine et rapporterait une conséquente provision de bois gras chez lui, de quoi s'éclairer pendant des mois. Il suffirait d'en placer une poignée sur la Youmener, la petite tablette en fer accrochée au mur de la cheminée, et de l'enflammer pour dissiper les ténèbres qui envahissaient la maison à la nuit tombante. Oh, certes, la lumière électrique était plus vive, mais on n'avait pas besoin d'y voir comme en plein jour. Du moment qu'on pouvait distinguer son assiette de soupe pour y plonger sa cuillère et les châtaignes qu'on épluchait dans un torchon sur ses genoux, ça suffisait. Maintenant, vous connaissez donc mes deux affreux, mes deux cousins Bouscaille, qui vont se livrer une guerre terrible et essayer de se tuer mutuellement l'un l'autre pendant que le barrage de Puy-Valador, le premier barrage de toute la chaîne pyrénéenne pour produire de l'électricité donc pour les populations, eh bien, se construisait au fin fond du Cap-Cyr. À demain avec une autre histoire.